Le chapitre 4 concerne les réactions d'oxydoréduction. On commence par les réactions d'oxydation. Alors en général, les réactions d'oxydation en chimie organique sont classées selon 5 catégories. Alors vous avez les réactions faisant intervenir le départ d'hydrogène. Donc là on passe d'un alcane à un alcène puis un alcyne. Donc on diminue le nombre d'hydrogènes. Vous avez les réactions impliquant la rupture des liaisons carbone-carbone. Donc là vous avez une liaison carbone-carbone. Et là, vous allez avoir la rupture. Et à la place, on va avoir des liaisons avec l'oxygène. Donc là, vous avez cette oxydation qui vous donne ici des groupements carbonyles à la place des alcools. Vous avez également les réactions impliquant le remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome d'oxygène. Donc là, vous avez 3 atomes d'hydrogène que vous allez remplacer par des liaisons à l'oxygène. Donc au maximum, on peut avoir 3 liaisons avec l'oxygène, ce qui nous donne ici une fonction d'acide carboxylique. Vous avez également les réactions dans lesquelles un atome d'oxygène est ajouté au substrat. Donc là, vous avez le sulfure et on va passer au sulfone. Donc on va remplacer ici des oxygènes et on passe à la sulfone. Vous avez également les réactions de couplage oxydant. Donc là, vous voyez l'hydrogène que vous avez ici. Il va être remplacé par une liaison soufre-soufre. Donc là, alors en général, plus on diminue d'hydrogène, plus on oxyde. Alors on commence par les réactions d'oxydation avec des réactifs oxydants. Alors le choix du réactif dépend de la fonction à oxyder. Est-ce qu'il s'agit d'un alcool, d'une fonction cétone, carbonyle, ou bien d'une double liaison olefine, et de la nature du produit désiré. Est-ce qu'on veut une oxydation douce ou une oxydation forte? Alors pour ça, on distingue des réactifs à base de métaux de transition, tels que le chrome, le magnésium, le plomb, l'osmonium. Vous avez également des réactifs à base d'oxygène, tels que l'ozone, ou bien l'oxygène, ou bien l'eau oxygénée. Et bien sûr, vous avez des réactifs un peu spécifiques, tels que les péracides, le DMSO, ou bien le dioxyde de sélénium. Alors on commence par les réactions d'oxydation avec départ d'atomes d'hydrogène. Alors on va voir le cas des alcools. Alors on peut avoir un alcool primaire qu'on va oxyder dans un premier temps en carbonyle. Et si on continue l'oxydation, on peut aller jusqu'à l'acide carboxylique. Pour les alcools secondaires, on ne peut aller que vers les carbonyles, puisqu'on n'aura plus d'hydrogène à ce niveau-là. Donc on va s'arrêter au niveau de carbonyle. Par contre, dans le cas des alcools tertiaires, vous n'avez plus d'hydrogène ici. Donc là, l'oxydation n'est pas possible, parce qu'on n'a pas d'hydrogène à substituer à ce niveau-là. Alors une petite remarque, pour faire ces oxydations, il existe un très grand nombre d'agents d'oxydation, dont voici quelques-unes à base de chrome. Alors pour les oxydations au chrome, les sels de chrome sont malheureusement très toxiques et polluants. Mais ça donne des bons résultats. Alors ici vous avez la liste des composés chromés, du plus oxydant au moins oxydant. Donc là vous avez les abréviations, le nom et la formule développée.
Donc le plus réactif, c'est le réactif de John. Donc là, vous avez une oxydation vraiment forte en milieu acide avec le trioxyde de chrome. Vous avez le réactif de Colin. Là, on ne va pas travailler en milieu aqueux, puisqu'on va utiliser la pyridine comme solvant. Donc elle est relativement douce, cette oxydation. La même chose pour le PCC. Donc là, on utilise des solvants non polaires. L'oxydation est un peu douce. La même chose ici. Le PDC en milieu DMF, diméthylformamide. Alors là, on peut aller jusqu'à l'acide carboxylique. Vous avez le PDC dans le dichlorométhane comme solvant. Alors dans ce cas, on va s'arrêter au niveau de l'aldéhyde. Donc c'est une oxydation douce. Alors là, vous avez le mécanisme d'oxydation de John. Donc, dans tous les cas, on va former l'acide chromique. Alors que ce soit à partir de trioxyde de chrome, que vous avez ici, trioxyde de chrome en milieu acide, ou bien le dichromate, que ce soit de sodium ou bien de potassium, toujours en milieu acide. Donc le produit ici est toujours l'acide chromique, ou bien le chromate soit de sodium, soit de potassium. Donc dans les deux cas aussi, en milieu acide, on va arriver à ce composé d'oxydation. Alors le mécanisme de l'oxydation, une fois qu'on a cet acide, est le suivant. Alors il s'agit des oxydations à partir des alcools. Alors le doublet ici de l'oxygène va attaquer ce centre qui est un centre électrophile de chrome, puisqu'il est entouré d'oxygène, qui sont des groupements attracteurs. Alors vous êtes en milieu acide, ou bien une molécule d'eau ici. Donc cette liaison reviendra ici. Et la base, là vous aurez la base conjuguée, ce qui fait on va former une molécule d'eau. Et là on va avoir connexion avec le chrome et l'oxygène. Et ensuite la molécule d'eau va arracher cet hydrogène qui est un hydrogène très acide. Et la liaison reviendra à l'oxygène. Alors à partir de cet intermédiaire, l'autre hydrogène va être encore plus acide puisqu'il est entouré de groupements très attracteurs. Donc une base telle que l'eau viendra arracher ce proton, cette liaison reviendra ici, et la liaison entre l'oxygène et le chrome va être récupérée jusqu'à l'oxygène. Donc on va régénérer cet anion que vous avez ici, en plus de carbonyle. Alors c'est un mécanisme faisant intervenir ce qu'on appelle une bêta-élimination. Donc vous voyez ici, c'est une bêta-élimination. Alpha, bêta. Donc à partir de ces réactifs, on peut oxyder l'alcool primaire jusqu'à l'acide carboxylique par le même mécanisme que vous avez ici. Donc une fois que vous aurez oxydé en carbonyle, par la même façon, on peut continuer à oxyder jusqu'à l'acide carboxylique. C'est le même mécanisme. Alors les alcools secondaires sont oxydés en carbonyle uniquement, et les aldéhydes également sont oxydés en acide carboxylique. Alors ces réactions d'oxydation se font en présence d'eau. Donc la présence d'eau est nécessaire dans ces mécanismes. Regardez ici, il va servir de base pour arracher ces protons. Alors généralement, en milieu aqueux, les alcools primaires sont oxydés en aldéhyde, eux-mêmes oxydés en acide carboxylique. Et pour s'arrêter au stade de l'aldéhyde, il faut donc utiliser des oxydants non aqueux, dans des solvants organiques. Donc il faut éviter de travailler dans un milieu aqueux. Vous avez la présence d'eau qui continue l'oxydation jusqu'à l'acide carboxylique.
Alors pour cela, on va utiliser des oxydants qui n'utilisent pas l'eau, tels que la PCC, le pyridinium chlorochromate, ou le réactif de Swerin. Donc on va utiliser le DMSO comme solvant, ou bien le dichlorométhane, avec le réactif d'oxydation que vous avez ici. Vous avez également le réactif de Sarrette. On utilise la pyridine comme solvant. Le réactif de Colin, la même chose ici, la pyridine ou le dichlorométhane. Ou bien l'oxydation d'Oppenauer. On utilise également ici l'acétone. Alors vous avez le mécanisme d'oxydation avec le PCC, qui est le pyridinium chlorochromate. Donc là, on va oxyder la fonction alcool. Et là, vous avez un alcool secondaire en fonction carbonyle. Avec ce mélange de pyridinium chlorochromate. Alors là, sur l'oxygène, vous avez ce doublet. L'attaque sur ce centre électrophile va faciliter le départ de Cl-. Et on va former cet intermédiaire. Un échange de protons, le H qui viendra ici, va vous donner ce composé. Et là, bien sûr, la pyridine qui va être utilisée comme base va arracher ce proton. Cette liaison reviendra ici et le chrome qui va récupérer la charge moins. Et on va former le groupement carbonyle. Dans ce cas, on va s'arrêter au niveau de l'aldéhyde. Donc on ne va pas oxyder cet hydrogène puisqu'on n'est pas au milieu aqueux. Donc la réaction ne produit pas d'eau. Alors pour l'oxydation de Swerin, donc là, on va oxyder l'alcool et on va s'arrêter au niveau de l'aldéhyde. Donc on ne va pas jusqu'à l'acide. Et pour cela, on va utiliser le DMSO comme solvant avec le dichlorure d'éthanediol que vous avez ici. Et on va utiliser comme base la triéthylamine. Alors on peut utiliser comme agent électrophile soit le chlorure d'oxalyle, qui est le dichlorure d'éthanediol, ou bien l'anhydride trifluoroacétique. Donc là, vous avez le Cl comme groupement partant, et là, vous avez cette partie comme groupement partant. Alors, une petite remarque, dans certains cas, l'utilisation de la triéthylamine, en tant que base que vous avez ici, peut conduire à l'épimérisation du carbone alpha, du carbonyle, puisque vous aurez des hydrogènes ici, en alpha du carbonyle, nouvellement formés. Alors l'utilisation de la disopropyléthylamine, que vous avez ici, donc c'est une base plus encombrante, vous avez des encombrements, donc peut tempérer cet effet non désiré. Donc l'accès aux hydrogènes en alpha sera difficile et par suite on va éviter l'épimérisation. Alors là vous avez le mécanisme d'oxydation de Swerin. Donc le réactif DMSO va réagir avec le produit chloré. Donc là le DMSO, vous avez sa forme ici polaire, moins plus. Donc le côté moins va attaquer ce centre qui est un centre nucléophile et qui va faciliter le départ du premier groupement partant qui est Cl. Donc l'intermédiaire que vous avez ici. Le Cl- dégagé va attaquer de nouveau. Cette liaison reviendra ici et vous aurez le départ de deuxième chlore partant. Donc d'un côté on va voir le dégagement de CO2, de CO et la formation de cet intermédiaire que vous avez ici. Et c'est cet intermédiaire réactif qui va oxyder votre composé. Donc là, regardez la charge plus ici. Et vous avez le Cl qui est un groupement partant. Donc le doublet de l'oxygène ici va attaquer. Et vous aurez le Cl- qui va partir. Et on va former cet intermédiaire. Une base, telle que la triéthylamine, viendra hacher ce proton. Cette liaison reviendra ici et vous aurez le départ
de produits soufrés. Voilà, donc le retour de cette liaison et le départ. Bien sûr, on va avoir le HCl à la fin. Alors cette réaction est très violente, donc il se fait à une température de moins 78 degrés C. Et on va former le groupement carbonyl. Alors une petite remarque, lorsqu'on utilise le chlorure d'oxalyle comme agent de déshydratation, la réaction doit être maintenue à une température inférieure à moins 60 degrés C pour éviter des réactions secondaires. Par contre, en utilisant l'anhydride trifluoroacétique à la place du chlorure d'oxalyle, la température peut être augmentée à moins 30 degrés Celsius sans réaction secondaire. Donc la réaction avec le trifluoroacétique est moins violente. Donc là, on peut augmenter légèrement la température jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Alors on a également l'oxydation d'Oppenauer. Cette réaction permet d'oxyder un alcool en dérivé carbonylé par action de la tertiobitoxyde d'aluminium. Le composé que vous avez ici, en présence d'une cétone. Donc là, vous avez l'acétone de départ et l'alcool. Et on va se retrouver avec l'alcool qui se transforme en cétone et l'acétone qui se transforme en alcool. Alors la réaction est l'inverse de la réduction de Mervin. L'alcool est oxydé par le tritertiobitoxyde d'aluminium dans un excès d'acétone. Donc là, vous avez un excès d'acétone, ce qui déplace l'équilibre du côté des produits. Donc l'équilibre il est déplacé dans ce sens. Alors cette méthode a largement perdu de son intérêt, à l'inverse des méthodes d'oxydation à l'aide du chromate, le PCC, ou du diméthylsulfoxyde, tel que dans l'oxydation de Swern. Elle est cependant toujours utilisée pour l'oxydation des substrats acides labiles. Et son avantage est que ces réactifs sont relativement peu coûteux et non toxiques. Donc on a toujours des avantages et on a également des inconvénients. Alors tout dépend de ce qu'on veut avoir. Alors là, vous avez le mécanisme de l'oxydation d'Oppenauer. Alors l'alcool que vous avez et que vous voulez réduire en groupement carboxynyl, donc avec ce réactif d'aluminium, donc le doublet de l'oxygène va attaquer l'aluminium, vous aurez le départ et la formation de tertiobutanol et de ce réactif. Ce réactif, en présence d'acétone dans le milieu, va former un état de transition où il y aura un échange de liaison et qui va donner ce composé-là, plus le groupement carbonyl. Et bien sûr, après, ce groupement va être transformé en cétone. Donc, on aura l'acétone en plus de votre composé carbonylé. Vous avez également les réactions d'époxydation. Alors, les époxydes peuvent être formés de deux façons, soit par action d'un agent d'oxydation sur une double liaison, soit par substitution nucléophile intramoléculaire. Donc là, vous avez un péracide. À partir de péracide, on peut former l'époxyde à partir de la double liaison, ou bien si vous avez dans le milieu le Cl et le OH, donc un alpha-chloroalcool. Donc là, une base peut arracher ce proton-là, cette liaison reviendra ici, et vous aurez le groupement partant, le Cl, et on va former l'époxyde. Alors une petite remarque, il est possible d'accélérer la réaction en enrichissant la double liaison à l'aide des groupements donneurs d'électrons. En revanche, si on a des groupes attracteurs d'électrons, alors la réaction est plus difficile avec les péracides usuels. Il est nécessaire d'avoir recours à des péracides plus exotiques. Donc voici le cas ici des péracides exotiques.
c'est l'époxydation avec l'acide métachloropère-benzoïque, hein, en abrégé MCPBA, métachloropère-benzoïque acide. Donc voilà le mécanisme, donc la double liaison que vous avez ici, et cet oxygène, il va y avoir un échange, et on va former l'acide benzoïque, le chloro, ou bien le métachloroacide benzoïque, et votre époxyde. Alors vous avez également des réactions impliquant la rupture des liaisons CC, la coupure d'une double liaison CC par l'ozone, que vous avez déjà vu. Donc vous avez une double liaison, et on va l'oxyder en deux groupements carbonyles. Donc on va couper à ce niveau-là et remplacer par des oxygènes. Donc il se fait à partir de l'ozone. Alors comme vous savez, l'ozone il est polaire. Donc une décharge moins viendra ici, l'autre ici. Donc on aura ici une cycloaddition dipolaire 3 plus 2. Alors on va former l'ozonolyse. Une rétrocycloaddition dipolaire 3 plus 2 va nous donner cet intermédiaire qui va donner une cyclisation de nouveau, dipolaire 3 plus 2 cette fois, 1, 2, 3, 2. Et là, avec le diméthylsulfure qui va agir sur cet oxygène, il va y avoir ouverture et le charge moins qui viendra ici, cette liaison qui viendra ici, et vous aurez le départ de diméthylsulfoxyde et la formation des groupements carbonylés. Alors vous avez également autres réductions usuelles telles que les phosphines avec le zinc en milieu acide. Vous avez la coupure de liaison CC dans le cas des diols. Donc les diols ici, on peut avoir une oxydation à ce niveau-là et s'arrêter au niveau de l'aldéhyde. Alors les réactifs, vous les avez ici. Donc soit avec le tétraacétate de plomb, et cette méthode marche bien sur les cycles avec des diols 6 au trans. Les diols que vous avez ici peuvent être 6 au trans, ou bien avec l'orthopériodate de sodium, ou bien l'acide métapériodique, mais ça ne marche qu'avec des cycles avec des diols 6, car il y a formation d'un cycle. Donc vous avez ici les mécanismes. Donc lorsque vous avez un diol ici 6, avec le tétraacétate de plomb, donc on va avoir cet intermédiaire. Alors ça peut être avec un diol 6 ou bien un diol trans. L'intermédiaire n'est pas cyclique, donc ça pose aucun problème. Alors après oxydation, échange, on va avoir l'aldéhyde des deux côtés, puisqu'on est parti d'un alcool, d'un diol cyclique. Alors vous avez la coupure de liaison CC d'acétone. Donc là c'est une oxydation forte par le biais de chromate en milieu sulfurique. Donc c'est l'oxydation la plus puissante. C'est le chrome en milieu acide. C'est l'acide, c'est le mélange sulfochromique. Donc là, l'oxydation va avoir lieu ici et on va obtenir deux fonctions acide carboxylique, deux composés. Alors là, vous avez le mécanisme d'oxydation des carbonyles par le mélange sulfochromique, l'oxydation la plus puissante. Alors avec un carbonyle, on peut avoir au milieu acide un équilibre cétonélique, cétoénolique. Donc là, on va avoir l'énol à partir du carbonyle. Et là, vous avez l'attaque
du chromate, donc le doublet de l'oxygène qui va attaquer ce centre, avec un échange de protons, on va former cet intermédiaire. Et là, la molécule d'eau qui viendra s'accrocher ici, cette liaison qui revient ici pour former le premier carbonyle, et on va former cet intermédiaire. Et de la même façon, on va attaquer ici et former un deuxième carbonyle. Donc, avec deux carbonyles, l'hydratation de ces deux carbonyles va avoir cette forme avec 4 fonctions OH. Et les 4 fonctions OH vont être, 2 d'entre eux vont être oxydés par le bicarbonate avec le même mécanisme que vous avez ici. Et on va former 2 fonctions carboxyles. Vous avez des réactions impliquant le remplacement d'un hydrogène par un oxygène. Donc là aussi, vous avez une oxydation des composés aromatiques. La chaîne latérale qui est aliphatique est coupée pour donner l'acide benzoïque. Là, lorsque vous avez un noyau benzénique avec un groupement alkyle, alors on va oxyder cet groupement alkyle. Alors peu importe la chaîne, qu'il soit longue ou courte, on va s'arrêter au niveau de l'acide carboxylique. Donc si on fait le départ du méthyle ou bien là du groupement propyle, donc l'oxydation par amino-4 concentré en milieu acide va donner l'acide carboxylique. Alors un oxydant plus doux permet de s'arrêter à l'aldéhyde. Alors l'oxydant le plus doux, lorsque vous avez le dichlorochromate, donc on va s'arrêter au niveau du carbonyle au lieu d'aller jusqu'à la fonction acide. Alors les oxydations possibles, donc on a dit lorsque vous avez un groupement carbonyle alkyle ici, on va jusqu'à l'acide, donc que ce soit une chaîne courte ou une chaîne longue. La même chose si vous avez deux groupements alkyles, on peut les oxyder et on va obtenir un diacide. Mais lorsque vous avez un groupement alkyle où vous n'avez pas d'hydrogène, donc là, un alkyle tertiaire, alors bien sûr là, si on n'a pas d'hydrogène, on ne peut pas oxyder et la réaction ne va pas avoir lieu. Donc pas de réaction dans ce cas. Alors là, vous avez un mécanisme, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre. Bon, c'est le seul mécanisme que j'ai trouvé dans la littérature. Alors vous avez également l'oxydation des amines en dérivés carbonylés. Donc là, la fonction amine qu'on va oxyder en fonction carbonyle. Alors l'oxydation, il se fait par le biais de l'Ag2+, qui va oxyder. Donc là, vous avez le nitrate d'argent avec le persulfate de sodium qui va nous fournir Ag2+, qui est l'agent d'oxydation, ici. Donc le Ag2+, va passer à Ag+, puisqu'il va oxyder. Et là, on va passer par cet intermédiaire et avoir le carbiné. Alors, les amines primaires sont oxydées en imine, que vous avez ici, par action de l'ion Ag2+, qui est formé in situ par le nitrate d'argent et le persulfate de sodium. Donc on l'obtient in situ. Et bien sûr, on va récupérer Ag+, avec un dégagement d'hydrogène. Et l'imine que vous avez ici, l'imine intermédiaire, est alors hydrolysée par NaOH pour donner le carbonyle correspondant. Donc là, la réaction se fait en milieu basique. Alors vous avez également la réaction où un oxygène est ajouté au substrat, tel que l'oxydation du soufre en sulfoxyde ou bien en sulfone. Donc avec l'eau oxygénée, on peut oxyder le soufre, soit en sulfoxyde, un oxygène,
ou bien si on continue avec K-4, on peut aller jusqu'à la sulfone, 2 oxygènes. Alors une petite remarque, les sulfoxydes que vous avez ici sont des composés chiro, parce que le soufre de sulfoxyde est un centre asymétrique, ou bien centre stéréogène. Alors on aura donc 2 iononciomères. Alors vous avez le soufre avec ces liaisons ici, des groupements alkyles, et 2 liaisons avec l'oxygène. Là vous avez 2 liaisons, et là vous avez un doublet libre. Alors le doublet libre, il peut être de ce côté, à l'intérieur, comme il peut être à l'extérieur. Donc on va avoir 2 iononciomères, le S et le R. Alors l'oxydation du sulfoxyde en sulfone est plus difficile à faire. C'est pour cette raison que l'on isole facilement les sulfoxydes. Donc l'oxydation ici est très difficile. Donc on peut isoler le sulfoxyde et l'oxyder au bon moment. Alors une autre oxydation qui est aussi intéressante, c'est la réaction de Baeyer-Villiger. Alors cette réaction forme un ester, et c'est le groupement le plus riche en électrons qui va migrer. Alors on va assister au réarrangement qui est appelé migration 1-2 et qui se fait avec une totale retention de stéréochimie pour les groupements R1 et R2. Donc c'est un produit régio-isomère. Donc l'oxydation, on obtient un produit bien défini parce que si vous avez ici 2 groupements, l'un d'eux va migrer, pas les 2 en même temps. Donc on va avoir un seul produit. Donc à partir du carbonyle, on peut former une fonction ester. Alors on va voir le mécanisme. Donc le mécanisme de Baeyer-Villiger, vous avez un péracide. Donc le doublet de l'oxygène que vous avez ici va attaquer ce centre carbonyle. Donc vous aurez la formation de cet intermédiaire. Et donc le doublet de l'oxygène ici viendra ici pour créer un groupement carbonyle et qui va obliger le R point à migrer vers cet oxygène. Et bien sûr, là, cette liaison va récupérer cet hydrogène et va donner l'acide carboxylique en plus de l'ester. Alors, le groupe alkyle qui migre, R', est celui qui est le plus substitué, car il est plus riche en densité électronique. Là, vous avez l'échelle de migration. Le groupement tertiaire est plus riche, donc c'est lui qui va migrer le plus que le cyclohexyle, que le groupement secondaire, que le phényl, que le primaire et que le méthyle en dernier lieu. Donc là, on va respecter l'ordre de migration. Alors vous avez également la réaction de couplage oxydant. Alors les réactions de couplage oxydant les plus répandues sont les réactions de dimérisation. Donc on va remplacer cet hydrogène par une dimérisation, ça veut dire on va accrocher un groupement CR ici. Donc il se fait en milieu oxygéné. Donc on va dimériser à partir de 2 molécules. On va former une dimérisation, donc on obtient une seule molécule. Remarque, il y a dans ce cas formation de liaison CC, ce qui est important pour les protéines. Alors on parle alors du pont disulfuré. Donc là c'est un pont disulfuré. Donc cette réaction est très intéressante pour la synthèse des protéines. Alors un mécanisme radicalaire, donc les radicaux RS point vont réagir avec eux pour former les produits de dimérisation. Donc on va former certainement ici S point qui vont réagir entre eux pour avoir ce composé final. Alors on va s'arrêter là et on va reprendre avec les réactions de réduction.